Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui, c'est jeudi, on espère que tout va bien, que vous êtes tranquille au bureau, à la maison, vous êtes peut-être en train de faire du sport, en vacances, en tout cas dites-le nous, tiens, si vous êtes... où vous êtes. On a envie de savoir, quand vous nous écoutez, de savoir exactement l'endroit où vous habitez. Forcément. Est-ce que vous êtes habillé? Est-ce que vous n'êtes pas habillé? Est-ce que vous êtes avec votre maîtresse? C'est coquinou, ça, dis donc. Avec votre amant? Non, mais c'est ça qui est merveilleux, la radio, vous rentrez... Ça n'est pas votre genre. Non, mais ce que j'aime dans la radio, c'est que vous rentrez dans des vies de gens et vous savez pas. Mais c'est ça, parfois, c'est tout à fait incongru. Parfois, on les dérange. Hein. Mais... En tout cas, on est ravis de vous retrouver avec ce numéro 0826 300 300. Beaucoup d'actu ce soir, d'actu de dernière minute. Ça va, Philippe David? Il faut qu'elle dégage. Non, je parle pas de Françoise de Gouas, c'est l'ambiance qui règne en ce moment dans la majorité. Ah bon, tout le monde qui dit en off pour Amélie Oudéa Castéra, il faut qu'elle dégage. Je me dis qu'il règne une ambiance digne d'une fan qui sait qui l'a dit. Ouais. Quand c'est très serré, bien sûr, au sein de la majorité, c'est quand même amusant, non? À mon avis, c'est un peu dur, hein, c'est un peu dur pour la ministre. Oui, Il faut qu'elle parce que dégage là, je pense que là, le problème, c'est plus Oudéa Castéra, c'est la Constitution. Là. À mon avis, elle va avoir 24 heures de répit, c'est ce que je veux dire. Il suffit que les agriculteurs bloquent bien Paris demain et que tout le monde se déchire sur la Constitution, elle peut passer la semaine. En tout cas, on sent la camaraderie chez les députés macronistes vis-à-vis de leur ministre. Enfin bref. En tout cas, on refuse d'être censuré. Au cours de ces 2 heures. Vous ne serez pas censuré, vous n'êtes jamais censuré. Vous savez. Elle s'appelle pas Cécile Fabius, elle s'appelle Cécile de Ménibus. Oui, heureusement, j'ai des syllabes avant. Merci beaucoup. Allez, au sommaire de cette émission, 17h30, le rapporteur Hubert Hoth de Modem et Manon Meunier LFI propose un revenu minimum pour les agriculteurs via des prix planchers pour les produits agricoles et une régulation des marges. Et cette idée, issue d'une proposition de loi de la France Insoumise, avait été refusée de justesse par la majorité. C'était le 30 novembre dernier. Alors parlons vrai, est-ce que l'État doit taper du poing sur la table et imposer des prix planchers? Est-ce la bonne solution pour sauver nos agriculteurs? Ou est-ce que vous pensez que c'est dépasser le contrôle des prix et que c'est au marché de décider? Faut-il imposer un prix plancher aux industriels et aux distributeurs? Vous dites oui à 90%. Vous voulez témoigner? Le 0826 300 300. Et un spécialiste forcément des marges, Nicolas Chaban sera avec nous, fondateur de la coopérative de consommateurs C'est qui le patron? Et puis le coup de projecteur des vraies voix, ça vient de tomber à l'instant. Le Conseil constitutionnel censure très largement la loi immigration. Plus d'un tiers des mesures retoquées par les sages. Durcissement de l'accès aux prestations sociales, délit de séjour irrégulier, quota migratoire annuel, caution retour des étudiants, restriction du regroupement familial ou encore la restriction de droit du sol. Autant de mesures jurées contraires à la Constitution. Alors parlons vrai. Est-ce que la décision a été influencée par le président de la République qui a fait lui-même un recours, mais je pose la question, devant le Conseil constitutionnel? Pour vous, les décisions du Conseil constitutionnel, elles sont politiques, juridiques ou les deux? Est-ce que pour vous maintenant, avec cette atomisation d'un tiers de la loi, elle va passer par pertes et profits? Êtes-vous satisfait de la décision du Conseil constitutionnel? Eh bien, vous dites non à 89%. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter tout ça, bien entendu, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Et il y aura des choses à dire aujourd'hui, Philippe. J'espère. Oui. Est-ce que je pourrais les dire? Oui, en premier. Bien sûr. C'est ça qu'on vous demande. Françoise de Gouas est avec nous. Ça va, Françoise? Bonsoir, oui, parce que c'est le seul endroit où on ne censure pas ici. Ça, on peut quand même le dire. Soyez tranquille. Il devrait passer les lois devant nous, en fait. Vous voyez, Madame Macron, au lieu de saisir le Conseil constitutionnel, venez nous saisir à nous. Les sages sont ici. Les vrais sages. Regardez, Ménard, tellement de sagesse qu'il est obligé de mettre un béret. Oui, en fait. Le béret basque. Elle se moque de vous. Non, mais moi j'adore. Françoise de Gouas se moque de moi. J'ai la faiblesse de croire que le président de la République préfère le Conseil constitutionnel à Françoise de Gouas. Je suis d'accord. Et je ne peux pas leur vouloir, hein. On est d'accord là-dessus aussi. Je ne peux pas avoir un grief sur cette question. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Et c'est pareil, au 0826 300 300, puisque vous nous laissez des messages. Et notre auditeur ou auditrice du jour, bonsoir, merci d'être avec nous, Olivier. Oui, bonsoir. Bienvenue, Olivier. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène? Alors, moi, c'est le coup de gueule concernant le traité de libre-échange qui vient d'être signé avec le Chili par la Commission européenne. Absolument. Vous avez bien fait d'en parler. On en parle dans un instant. On retourne au standard avec notre message répondeur. Écoutez.
Oui, bonsoir, c'est Guy, j'appelle de Bergerac. Je voudrais dire que on est devant le fait accompli avec les manifestations, mais en fait, tout est connu du gouvernement et de l'Europe au niveau des prix, des coûts de production et des marges. Donc, chaque fois que l'Europe ou le gouvernement français prend une décision, ils savent d'avance combien de viticulteurs, d'agriculteurs vont passer à la trappe parce qu'ils ont exactement toutes les surfaces PAC, ils ont exactement toutes les productions et ils ont également tous les résultats des centres de gestion qui remontent maintenant d'une année sur l'autre en permanence. Donc c'est une grande hypocrisie de laisser partir comme ça les gens sur les routes alors qu'en fait ça aurait pu être anticipé. Il y a tout simplement une volonté de désagriculturer la France. Et ben voilà, ça c'est cash. Je voudrais répondre à ça. Oui, vous pouvez, bien sûr. Parce que je trouve ça très intéressant. Ça me touche, c'est très fort parce que avec l'ensemble des remontées avec la PAC et le système que nous connaissons bien, et il n'a pas tout à fait tort. Il y a aujourd'hui 416 000 exploitations. Je prends territoire France métropolitaine et outre-mer. Hein. Il y en a moins de 400 000. 389 000 en métropole. Voilà. Et ça a baissé de 100 000. Il y a 100 000 fermes qui ont disparu en 10 ans. Et ce qu'on voit surtout, et c'est là que je rejoins ce que dit notre auditeur, on voit surtout des surfaces qui s'agrandissent au profit de la végétalisation, c'est-à-dire de la nourriture du bétail, contre l'élevage. Et donc ça veut dire effectivement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un processus où les petits, inexorablement, parce que la PAC marche tellement sur la tête, on veut la refonder, on n'y arrive jamais, où finalement plus vous avez d'espace, plus vous avez d'argent, moins vous avez d'espace, moins vous avez d'argent. Je caricature un peu, mais on n'en est pas loin. Et donc ils savent très bien quelles sont, c'est pas un complot mondial, ils savent très bien quelles sont les exploitations qui vont disparaître, et je suis contre la Commission et qui pratique ce darwinisme social avec les agriculteurs. Il a raison. Allez, on retourne au standard avec Olivier qui nous appelle de Dordogne sur cette signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Chili. C'est une urgence pour l'agriculture. Oui, nous sommes un peu concernés, on comprend pas. À un moment, dans le timing, la campagne s'embrase, que ce soit nationale ou européenne, et dans le même timing, notre chère Commission signe un traité de libre-échange. C'est à rien comprendre. Au mieux, je dirais, c'est de l'amateurisme, c'est de la déconnexion. Au pire, je rejoindrai un peu l'auditeur de Bergerac, au pire, c'est simplement voulu, quoi. C'est une mort annoncée, une mort programmée de notre profession, quoi. Ouais, c'est vrai que, en tout cas, importer des produits qui n'ont pas les mêmes normes que nous, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et surtout qu'il doit faire 15 000 km de bateau pour venir du Chili. Ça, c'est qu'en plus de ça, vous savez, il nous reste, moi je veux pas donner l'impression, j'adore ce sujet évidemment, j'ai travaillé beaucoup d'années là-dessus, il nous reste très peu de produits où nous sommes concurrentiels, et en l'occurrence, il y a le vin, et nous allons rentrer en concurrence avec les vins du Nouveau Monde. Les vins chiliens notamment, qui sont très bons. Ils ont une entrée de gamme inférieur à nous en prix et supérieur en qualité. Nous sommes toujours les champions sur le très haut de gamme, le Grand Bourgogne, le Grand Bordeaux, etc. Mais sur l'entrée de gamme et le moyen de gamme, les Chiliens, les vins du Nouveau Monde, y compris l'État de Washington par exemple aux États-Unis, parce qu'on parle toujours de la Californie, sont en train de tailler des croupières. Donc je ne comprends pas. Et évidemment, ce traité a été rejeté par la gauche. La gauche ne l'a pas voté, je le sais très bien, au Parlement, comme n'a pas voté la Nouvelle-Zélande. Mais Emmanuel Macron, comme un seul homme, Renaissance, toute la majorité, parce qu'il ne croit que dans le productivisme. Allez, et que dans le libéralisme. Pardon, Sébastien. Allez-y. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. La problématique qu'on a, c'est qu'effectivement, si on considère que l'agriculture est une marchandise comme les autres, effectivement, notre auditeur, Françoise, ont raison. C'est-à-dire que à quoi bon finalement se battre pour tenter de produire localement, nationalement un certain nombre de choses qu'on va acheter 2 fois ou 3 fois ou 4 fois moins cher ailleurs. Donc effectivement, il faut là pour le coup des mesures protectionnistes, j'ai même envie de dire des mesures dites, et Françoise va avoir les oreilles qui saignent, qui vont saigner, mais il faut accepter cette notion de préférence nationale. On préfère nos agriculteurs français à d'autres agriculteurs européens. Là, d'accord avec Sébastien. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas tout à fait la même préférence nationale. Celle-ci, elle est beaucoup plus noble, parce qu'en fait, il s'agit, c'est juste du bon sens. Si on veut, c'est un peu comme la culture, si on veut une identité culturelle française à travers les œuvres cinématographiques, etc., il faut défendre l'exception culturelle française, donc il faut défendre l'exception agricole française. Allez, vous restez voilà avec qui devient comme François Ruffin, c'est génial, j'adore cette conversion. C'est le Béret qui fait ça. C'est pas...
Enfin, Ruffin, en Picardie, le béret, il n'y a pas trop. Hein. Non, François Ruffin a beaucoup de qualité. Oui. Allez, merci Olivier en tout cas de ce sujet important. Vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix et vous jouerez face aux vraies voix tout à l'heure. Et dans un instant, les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu, avec beaucoup d'actualités qui arrivent là de plein fouet. Philippe Bilger, le réquisitoire. Pourquoi en politique est-il plus facile d'attaquer que de défendre ? C'est peut-être du courage. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300. On a hâte d'entendre ce réquisitoire. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver tous les jours avec nos vraies voix, avec Philippe David, bien entendu, jusqu'à 19h pour commenter cette actualité qui aujourd'hui se bouscule forcément entre les agriculteurs, le Conseil constitutionnel et cette loi immigration. Je peux vous assurer qu'il y aura des choses à dire. Et d'ailleurs, on vous invite à appeler Aude au 0826 300 300. Vous êtes forcément les bienvenus dans quelques instants. Félix Mathieu sera avec nous. Oui, Félix, pour les 3 mots dans l'actu, on parle de quoi ? On va parler de la loi immigration avec effectivement le Conseil constitutionnel qui en censure un bon tiers. On va parler des agriculteurs, évidemment, ils restent mobilisés. Le gouvernement promet des réponses concrètes dès demain, mais ils approchent de Paris. Et puis l'antisémitisme, plus 1000% les actes antisémites depuis le 7 octobre, selon un rapport du CRIF. On en parle dans un instant, en attendant le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous parlez en politique, monsieur le procureur, de ceux qui en politique ne font qu'attaquer et jamais défendre. Oui, je pourrais le dire, même aussi bien dans l'oralité que par écrit. Je suis frappé de voir à quel point par écrit, par exemple, des gens qui, dans l'oral, n'ont pas énormément de talent, sont parfois, dans l'écrit, excellents. Et en politique, au fond, on constate assez régulièrement qu'attaquer est plus facile que défendre. Je pense que dans l'être humain, c'est absurde de généraliser, mais je suis obligé de le faire ici. Dans l'être humain, il y a plus de propension et de facilité à attaquer qu'à défendre. Je ne parle pas seulement de notre cible préférée, qui est notre ami Philippe David, mais en général. Deuxième élément, il est plus facile d'attaquer parce que on a droit à, en quelque sorte, à une approximation de la pensée, à quelque chose qui permet le sommaire de la dénonciation, alors que pour défendre, il faut rentrer dans les détails, dans la complexité de l'être ou de la situation. Et je crois qu'attaquer, au fond, n'est pas loin de faire de nous, en certaines circonstances, pratiquement des avocats généraux. Oui. Et beaucoup plus que des avocats, alors que dans l'opinion publique, c'est une chose que je n'ai jamais acceptée, l'avocat a meilleure presse que l'accusateur. Allez, Françoise Degois. Je sais pas, je comprends pas très bien où est-ce que vous mettez la limite, qu'est-ce qui est l'attaque, qu'est-ce qui est la défense. Par exemple, prenons le merveilleux édito, ce qu'on l'appellerait comme ça, d'Émile Zola, j'accuse sur l'affaire Dreyfus. Est-ce que c'est une attaque ou est-ce que c'est une défense ? C'est une défense de Dreyfus, mais c'est une attaque en règle de tous les accusateurs de Dreyfus. Donc, à un moment donné, moi, je trouve que c'est très noble de savoir attaquer. Je pense que quand les sans-culottes contre-attaquent à Valmy, alors sans culottes justement, et qu'ils remportent la bataille de Valmy contre toute attente, face aux armées fédérées de tous les royaumes et royautés qui veulent la peau de la République, c'est exceptionnel, ils attaquent. Il y a des attaques qui sont très audacieuses. Napoléon à Arcole, Bonaparte d'ailleurs, il n'est pas Napoléon, à Arcole, il attaque avec un drapeau, il y va tout seul. Est-ce que c'est pas plus puissant que de défendre ? Moi, je sais pas. Je comprends votre propos, mais je ne sais pas où vous mettez la limite entre l'attaque et la défense. C'est très juste, Sébastien Ménard. Mais je pensais pas au plan militaire. Non, mais si je prends le plan de la plume, Émile Zola, il attaque ou il défend ? Il attaque. Bille en tête, il attaque ceux qui attaquent Dreyfus. Donc il défend Dreyfus, mais il attaque. C'est puissant. C'est un des plus beaux textes journalistiques qu'on ait jamais. Pardon. On va y arriver, hein. Oui. Attaquez. Merci Françoise, merci bien à vous. Si j'ai compris, en tout cas si je tente de comprendre votre pensée, Philippe, j'ai le sentiment que
pardonnez-moi, peut-être que je me trompe, que vous faites référence au brouhaha politique auquel on assiste. Par exemple. Voilà, où effectivement, on a toujours tendance, qu'on soit d'ailleurs dans la majorité, on a plutôt tendance à vouloir tabasser l'opposition, plutôt que de relever une belle idée, un bon projet, un bel amendement. Et réciproquement, dans l'opposition, on a, je dirais, mécaniquement, l'ambition première de toujours tabasser la majorité. Voilà. Et je suis un peu d'accord avec vous. Je pense qu'on est évidemment toujours capable, parce que on peut être dans l'opposition, puis évidemment mécaniquement, par un effet de balancier politique, se retrouver majoritaire et dans la majorité. Donc on est capable des deux. Et je trouve que et Françoise de Gois en est la preuve vivante sur pattes. Mais voilà. Mais je suis complètement d'accord avec vous. J'ai quand même le sentiment qu'on est finalement plus agile, plus naturellement, plus capable en situation d'attaquer l'autre plutôt que de défendre. Enfin, voilà. Est-ce que ça dépend pas si vous êtes le premier, parce que le premier qui a attaqué, par exemple, Gérard Depardieu, la première qui l'a attaqué, la meute est arrivée derrière, donc les gens ont attaqué. Mais le premier ou la première à faire un pas, il faut être très courageux aussi. Oui, mais il y a 1000 circonstances. Vous avez totalement raison. Moi, je joue aux échecs depuis que je suis petite. La meilleure défense, c'est de toute façon l'attaque. Donc, mais c'est bien. On pourrait faire 2 heures là-dessus. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. 3 mots dans l'actu qui sont immigration, agriculteurs et antisémitisme. Le Conseil constitutionnel vient de censurer un bon tiers de la loi immigration. La droite est vent debout. Le gouvernement préfère voir le verre à moitié plein. Les agriculteurs continuent à se mobiliser, à bloquer des routes et des dépôts. Ils se rapprochent de Paris, tandis que Gabriel Attal promet dès demain des propositions concrètes, des mesures de simplification. Et puis les actes antisémites ont bondi de 1000% en France depuis le 7 octobre, selon un rapport du Conseil représentatif des institutions juives de France. Les vraies voix Sud Radio. Ça y est, la décision est donc tombée. Le Conseil constitutionnel vient de retoquer un bon tiers de la loi immigration. 32 articles sont jugés sans lien suffisant avec le texte, dont le durcissement de l'accès aux prestations sociales, au regroupement familial ou l'instauration d'une caution retour pour les étudiants étrangers. 3 autres articles sont censurés partiellement ou totalement sur le fond. L'instauration de quotas migratoires fixés chaque année par le Parlement. Censure aussi du délit de séjour irrégulier pour les étrangers ou encore de la restriction du droit du sol. Les réactions politiques forcément commencent à tomber depuis quelques minutes, à commencer par celle inattendue de Gérald Darmanin qui voit le verre à moitié plein. Une 30aine d'articles censurés sur 86. Le Conseil constitutionnel valide, selon lui, l'intégralité du texte du gouvernement. Pour rappel, beaucoup de mesures étaient issues du rapport de force, notamment avec la droite sénatoriale. Le président du RN, Jordan Bardella, dénonce lui un coup de force des juges avec le soutien, dit-il, du président de la République. À gauche, réaction du premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Le gouvernement portera comme une tâche indélébile l'appel à voter la loi qui vient d'être largement censurée. Enfin, le président d'LR, Éric Ciotti, déduit de cette censure qu'une réforme constitutionnelle est, je cite, plus que jamais indispensable. C'est intéressant de voir que c'est les Républicains qui partent en premier sur le Conseil constitutionnel avec le Rassemblement national. On en parlera parce qu'on est très en retard. Deuxième mot, agriculteur. Le Premier ministre promet des réponses concrètes à la colère dès demain. Oui, en attendant, les exploitants menacent désormais de bloquer la capitale. Ici, les tracteurs à Melun, à 50 km de Paris, désormais avec Clément Arion de Sud Radio. Reportage à retrouver demain matin. Dans le sud-est, les agriculteurs bloquent l'autoroute A54 entre Salon de Provence et Arles. Depuis ce matin, blocage qui va se poursuivre au moins jusqu'à demain matin avec ces annonces du gouvernement. Nous n'avons plus rien à perdre, estime Rémi Binson, éleveur à Saint-Martin-de-Crau. J'espère qu'on ira jusqu'au bout parce que le problème, c'est qu'on est tellement dans un point de non-retour. C'est très très grave ce qui se passe en France, on n'est plus considéré. Et on a un gouvernement qui se fout totalement de l'agriculture. Mais il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on tienne. Parce qu'un pays sans paysans, c'est plus un pays. Quand on a touché le bout, on est au bout du bout et qu'on a des jeunes installés et qu'on n'y arrive plus, on n'a plus rien à perdre. Je fais ça pour mes enfants et puis pour la suite, il n'y a pas de souci. On est obligé de faire plusieurs métiers pour s'en sortir. Moi, je suis éleveur, je suis en même temps entrepreneur, je suis en même temps autre chose pour essayer de m'en sortir, ce qui n'est pas normal. Et puis administrativement, c'est trop lourd pour nous. Donc on n'y arrive plus. On n'a pas choisi ce métier pour faire de l'administratif tout le temps. Il y a des normes, c'est des surnormes et ils font que nous emmerder. Un des propos recueillis par Lionel Maillet pour Sud Radio. En tout cas, après avoir réuni les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique, Gabriel Attal promet des propositions concrètes, des mesures de
simplification dès demain. Troisième mot, antisémitisme avec des chiffres terrifiants. 1676 actes antisémites recensés en 2023, c'est 4 fois plus que l'année précédente. Agressions physiques, insultes, dégradation de bâtiments par exemple. Ces violences se sont multipliées par 10 depuis le 7 octobre selon le Conseil représentatif des institutions juives de France. Un rapport du CRIF compile les remontées du ministère de l'Intérieur et du service de protection de la communauté juive. Plus d'un dixième de ces actes ont lieu en milieu scolaire, déplore même le président du CRIF, Jonathan Arfi. Malheureusement, le temps joue contre nous. Auparavant, on avait le sentiment que les générations passant, la tolérance grandissait, que l'antisémitisme était un archaïsme historique qui allait être résolu par le fil des générations. Ça n'est plus le cas. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on arrive à ce qu'il y ait davantage de réprobation sociale de l'antisémitisme. Aujourd'hui, dans un certain nombre de milieux, alors évidemment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans certains cercles, on peut tenir des propos antisémites sans que personne ne s'offusque, sans que personne ne prenne le soin de répondre en disant que c'est pas acceptable et pas tolérable. Donc le prix à payer social, je parle même pas de la question légale et autres, mais le prix à payer social est trop faible et participe de la banalisation de l'antisémitisme. Jonathan Arfi, le président du CRIF, chez nos confrères de France 2 ce matin. Merci Félix. Mathieu. Allez, dans un instant, on va revenir sur ces revenus trop bas, la concurrence déloyale internationale. Certains députés préconisent alors d'assurer aux agriculteurs un revenu minimum par la mise en place d'un prix plancher, Philippe. Oui, alors faut-il imposer un prix plancher tant aux industriels qu'aux distributeurs ? Est-ce la bonne solution pour sauver nos agriculteurs ? Tiens, est-ce que vous pensez que c'est dépassé le contrôle des prix ou est-ce que vous pensez que maintenant c'est le marché qui doit faire le travail ? Faut-il imposer un prix plancher aux industriels et aux distributeurs ? Vous dites oui à 90% sur Twitter. On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Nicolas Chaban est avec nous, fondateur de la coopérative de consommateurs. C'est qui le patron ? Il est en direct avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio, pardon. Bonsoir. Y a-t-il une omerta sur les marges aujourd'hui ? Une omerta sur les marges, il y a d'abord une loi qui nous empêche de le savoir. La loi européenne nous interdit formellement de la transparence à ce niveau-là. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Je sais qu'on a peu de temps avant votre coupure pub. Mais la loi nous interdit la transparence. Alors que nous, consommateurs, on veut savoir où va notre argent, à quoi il sert, et on veut que les producteurs gagnent leur vie. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe Bilger aujourd'hui, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, consultant et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre, et vous au 0826 300 300. Bienvenue à tous. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Est-ce que les agriculteurs vont faire les frais des négociations toujours en cours commerciales entre industriels et distributeurs ? Quand moi je vends mon légume et que je le retrouve en grande surface multiplié par 4, par 5, est-ce que vous trouvez ça normal ? Le syndicat craint que cette négo se fasse sur le dos des agriculteurs qui sont déjà en difficulté. C'est pas normal, la loi Egalim doit être respectée. Ils redoutent que les industriels et les distributeurs s'entendent sur leur dos pour limiter l'inflation payée par le consommateur, mais s'entendent sur le dos des agriculteurs. Deux députés, l'un du Modem, l'autre de la France Insoumise, suggèrent un revenu minimum pour les agriculteurs en fixant des prix minimums et en régulant, si possible, les marges. Cette proposition initialement présentée par la France Insoumise a été rejetée un petit peu plus il y a pas si longtemps. C'était en novembre dernier, Philippe. Alors, parlons vrai. Est-ce que c'est à l'État de taper du poing sur la table et d'imposer des prix planchers ? Est-ce que c'est la bonne solution pour sauver nos agriculteurs ? Ou est-ce que vous pensez que c'est dépasser le contrôle des prix et que c'est au marché de gérer ? Faut-il imposer un prix plancher aux industriels et aux distributeurs? Eh bien, vous dites oui à 90%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Nicolas Chaban, est avec nous, fondateur de la coopérative de consommateurs. C'est qui le patron ? Merci d'être en direct avec nous. Philippe Bilger, cette proposition de prix plancher est certainement la meilleure solution peut-être. Il y a des questions où, même aux vraies voix, non pas que je sois forcément ignorant de tout dans ces domaines, mais il nous est difficile de répondre autrement que par l'affirmative à des choses qui correspondent à une intensité de crise actuelle.
je suis pas un fanatique de ce qu'il pourrait y avoir de bureaucratique et d'un peu réglementé dans cette base élémentaire des prix. Mais apparemment, elle serait de nature à régler un grave conflit actuel, et je sais que des pays ont mis en œuvre ce système, et apparemment pour le plus grand bienfait de leurs agriculteurs. Moi, si on me garantit qu'il est possible à la fois d'avoir ce prix plancher et en même temps de ne pas tomber dans un système purement bureaucratique réglementé, je signe dès demain. Françoise Degois. Alors c'est marrant cette histoire de prix plancher, parce que je vais vous rafraîchir la mémoire, mais peut-être que vous vous en souvenez, ça n'est pas la France Insoumise qui a proposé en premier, c'est Julien de Normandie. Julien de Normandie, quand il est ministre de l'Agriculture, il fait cette proposition. Vous avez Bruno Le Maire qui tombe de l'arbre et Bercy qui dit non, stop, arrêtez tout. Mais Julien de Normandie, qui est un très bon connaisseur, qui a bien travaillé à l'agriculture, comprend qu'en réalité, c'est le seul moyen pour empêcher ce que fait Lactalis. C'est pas la première fois que Lactalis d'abord fait des chiffres records, voilà, et impose, si vous voulez, le prix du lait à 40 centimes, alors que ça revient en prix de revient déjà aux agriculteurs, aux producteurs de lait à 45 centimes. Donc il achète 5 centimes de moins. Mais c'est pas la première fois. Lors des dernières négociations commerciales, on était à 36 alors que les agriculteurs avaient besoin de 40. Donc il y a un moment donné, puisque la loi Egalim ne fonctionne pas, je pense qu'on peut fixer des prix planchers. Et c'est d'autant plus intéressant que je comprends pas politiquement pourquoi la Macronie le revendique pas, parce que ça fait très longtemps que ça traîne dans les tuyaux. Oui. Mais au départ, c'est le ministre de Normandie qui avait proposé cela. Sébastien, je vais même me permettre, Françoise, de préciser votre propos. Le prédécesseur de Julien de Normandie, que je connais très bien, qui s'appelle Didier Guillaume, qui était ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, avant Julien de Normandie, nous disait en aparté, la seule solution, c'est ça. Sauf Le Foll aussi. Sauf qu'il en a, tout le monde en parlait, mais personne ex cathedra est allé, à part Julien de Normandie, est allé dire finalement ce qu'on pense tous. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure en réagissant aux propos de Philippe Bilger. C'est que si on veut des paysans, si on veut une production agricole de qualité en France, si on veut un monde agricole qui ne crève pas, enfin, on voit quand même, et je suis solidaire en tout point de mes camarades de jeu qui gouvernent ce pays, et Dieu sait que c'est pas facile, mais à un moment donné, et j'en parlerai tout à l'heure dans mon billet du jour, c'est que on ne peut plus quelque part se planquer derrière des formules toutes faites, derrière des éléments de langage. À un moment, il faut agir. Alors moi, je suis comme Françoise Degois, j'attends de voir ce que mes camarades de jeu vont proposer de concret. Mais ce qu'attendent aujourd'hui les agriculteurs, c'est du concret. Voilà, et ils en ont besoin. Et je pense qu'au-delà des agriculteurs, notre pays en a besoin. Ça fait plusieurs fois que vous êtes d'accord avec Françoise Degois. Faites attention quand même. Nicolas Chaban. Nicolas Chaban, vous avez entendu, quelque part, on entend que c'est plutôt à Bercy que ça coince qu'au ministère de l'Agriculture. Est-ce parce qu'à Bercy, vous avez des distributeurs qui sont des boîtes énormes et parfois multinationales, comme Carrefour, Auchan, etc., et qu'à côté, de l'autre côté, c'est des multinationales de l'agroalimentaire, Lactalis, Nestlé, Danone, etc., et que les pauvres petits agriculteurs, ils sont écrasés entre le marteau et l'enclume. Attendez, il répond. Juste pour illustrer, le chiffre d'affaires de l'agriculture, 70 milliards, le chiffre d'affaires de la grande distribution, 200 milliards, le chiffre d'affaires de l'agro, 200 milliards. Vous voyez le rapport de force. Nicolas Chaban. Ouais, du côté des consommateurs, vous savez, on appelle ça, ce que vous décrivez, si on ne sait pas en fait qui est vraiment responsable, qui bloque pas, c'est le syndrome Kaiser-Soze, vous savez, dans Usual Suspect. C'est une espèce de fantôme comme ça, on ne sait pas. Dès qu'on creuse un peu côté consommateur, on n'arrive pas vraiment. On a beaucoup parlé à Julien de Normandie qui a fait des belles choses, mais il avait envie que ça se débloque et ça se débloquait pas. La seule façon de débloquer les choses, je vous assure, au bout de 7 ans, et j'espère qu'on trouvera d'autres idées, mais selon nous, c'est que l'acteur qui est suivi et écouté par tout le monde religieusement, entre en scène, le consommateur. Je vous assure que lorsqu'il y a des réunions où il n'y a pas de consommateurs et pas de producteurs, parce que depuis 40 ans, les gens que vous décrivez, ils se parlent du prix des producteurs, mais les producteurs sont même pas là. Ils sont représentés par des COP, par des fabricants. Mettez dans la même réunion les producteurs, mettez des consommateurs. C'est ce qu'on fait nous depuis 7 ans. Nous, ce qu'on a fait, c'est simplement éliminer tous ces acteurs en amont
et dire aux producteurs combien il te faut pour que sur la brique de lait, on puisse marquer ce lait rémunère au juste prix son producteur. Et le prix a été donné par les producteurs. C'est d'abord la première des choses à faire. Combien il te faut pour vivre, pour que tu puisses prendre des vacances et faire ton métier durablement et que ton fils reprenne l'exploitation. Une fois qu'on a récupéré ce prix, je rappelle, nous les consommateurs, demander aux producteurs, on est allé voir tous les acteurs en disant, écoutez, voilà le prix de la brique de lait, 0,99 à l'époque. Il y a un bloc de marge qui vous suffira largement. Ils ont convenu que oui. C'est arrivé en rayon et c'est devenu la brique de lait la plus vendue de France. Ça peut vous paraître l'antithèse de ce qui se passe depuis 40 ans, mais si nous, les consommateurs, on ne pèse pas dans ces rendez-vous-là, on aura toujours cette culture, finalement, des grandes boîtes, du profit, du centime qui devient 10 millions à la fin de l'année, et donc la petite variable d'ajustement, la surface molle, le producteur qui morfle à chaque fois. La grande nouvelle, c'est que nous, consommateurs, on ne veut plus que le producteur morfle, parce qu'il nous nourrit, il nourrit nos enfants, vous l'avez dit. Et là, pour finir, il y a une partie simple qui se joue aujourd'hui. Et il l'a dit, votre interlocuteur, et c'est un beau témoignage. On n'a plus rien à perdre. Quand vous ne gagnez pas votre vie, vous faites 7 jours sur 7, vous bossez 12 heures à 15 heures, et que vous êtes stigmatisé, pas considéré, et qu'on vous dit à la fin du mois, désolé, il te fallait ça comme argent, donc on ne te donnera que ça. Le Moyen-Âge est fini, il faut que ça s'arrête. Philippe Bilger. Mais je vais poser une question naïve. C'est un système formidable, celui que vous décrivez, et apparemment il a obtenu un très bon résultat sur la brique de lait. Mais comment le consommateur, dans cette rapport de force et d'intelligence, parvient à être objectif. Au fond, en tant que consommateur, je pourrais souhaiter acheter le moins cher possible et ne pas concilier des intérêts contradictoires. Comment on fait ? Alors ça, c'est une très très bonne question, merci. Lorsque nous, consommateurs, on arrive dans l'histoire, on n'a pas besoin de gagner d'argent. C'est que le patron ne marche pas comme une entreprise, il n'y a pas de bénéfice, c'est une coopérative. On est complètement délesté de ce souci d'enrichissement. Donc, pour répondre à votre question, d'abord, il faut répondre à une autre question. Combien ça coûte une brique de lait réellement avec un producteur qui gagne sa vie? On a découvert que c'était 8 centimes de plus par litre pour nous, consommateurs. On en boit 50 litres par an et par habitant. Et là, il y a une autre réponse qui est arrivée, 4 € par an. Donc déjà, vous pouvez mesurer ce que c'est que redonner le sourire au producteur, c'est 4 € par an pour un consommateur. Ensuite, comment on est sûr que ça va au producteur? Eh bien, on s'est pris en charge. On est 16 millions d'acheteurs de ces produits aujourd'hui, un Français sur 4. On est 13 000 ambassadeurs partout en France, dans la COP. Et on va nous-mêmes, et c'est pas l'équipe de C'est qui le patron, vous pouvez devenir sociétaire et le faire demain matin. On va voir les yeux dans les yeux les producteurs en disant, dis-moi, est-ce que tu gagnes vraiment ces centimes? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu peux montrer ta facture de lait? Donc, l'objectivité, pour finir, de l'idée qu'il faut le prix le moins cher, c'est vrai qu'il y a des familles qui ne peuvent pas faire autrement, mais vous en convenez, on est quand même un certain nombre en France à pouvoir mettre 4 € de plus par an pour sauver des producteurs qui nous nourrissent. Allez, et je vais vous dire autre chose, on n'a plus le choix aujourd'hui. J'adore votre initiative, elle était super, je fais partie des gens qui achètent vos briques de lait, qui rémunèrent, etc. Ça va très bien pour le lait, ça peut éventuellement aller pour les légumes. On a juste un problème sur la transformation alimentaire et sur le fait que les produits bruts comme ça, comme de ceux dont vous parlez, eh bien, ils représentent pas du tout simplement et à 100% le panier de la ménagère. Moi, j'aime beaucoup cette idée, mais vous ne rentrez pas dans le problème crucial qui est le renvoi de la balle permanent. Je suis désolé, mais les agriculteurs ne sont pas, c'est pas toujours l'industrie agroalimentaire qui est la grande méchante et la distribution qui sont les Robins des Bois des consommateurs. En gros, c'est détaillé comme ça, et les producteurs qui sont toujours les perdants. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Hein. Chacun tord le bras à l'autre, avec bien sûr au début de la chaîne les agriculteurs, mais tous les agriculteurs n'ont pas le bras tordu. Le problème est là. Le problème n'est pas la disparition des agriculteurs. Le problème est l'absorption de petites exploitations par des monstres de plus en plus géants. Parce que si on parle des fortunes faites dans l'agroalimentaire et dans la grande distribution, parlons aussi des fortunes faites dans l'agriculture. Et il y en a malheureusement. 20% des fermes françaises touchent 85% de la PAC. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas? On laisse répondre Nicolas et ensuite on part au standard. Nicolas. Non mais alors, vous avez raison, mais vous savez que ces gros industriels du monde agricole, c'est quand même pas une majorité, vous l'avez dit. Les petits producteurs près de chez nous,
qui représente d'ailleurs aussi énormément d'emplois, il faut qu'ils survivent. Si le monde demain, vous en convenez, c'est quelques gros acteurs dans l'agroalimentaire qui seront frères et sœurs de très gros acteurs du monde industriel et donc de la grande distribution, je ne crois pas qu'on rêve de ce monde-là en tant que consommateur. Non, mais il y a beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire qui sont des PME. Il faut arrêter avec les caricatures. Il y a quelques grands groupes, mais la plupart des entreprises agroalimentaires sont des PME non délocalisables et qui font vivre on s'écarte un petit peu du sujet. Allez, 0826 300 300. Olivier qui était avec nous de Dordogne. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Alors évidemment, et c'est un grand évidemment qu'il faut des prix planchers. On ne peut pas faire autrement. Mais par contre, cette mesure doit absolument être accompagnée d'une autre mesure. Un peu de protectionnisme sur nos produits, parce qu'on les connaît, les industriels, la grande distribution, on commence vraiment à les connaître. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si on met des prix planchers, ils vont se rabattre mais immédiatement sur les produits venant des fonds. Donc il faut impérativement une double mesure. Oui, des prix planchers, c'est indispensable, mais oui, un peu de protectionnisme. Alors, j'entends, je sais que c'est un gros mot absolu pour beaucoup de personnes. C'est un gros mot absolu. Mais on est obligé. On est obligé un peu de protectionnisme par rapport à nos produits. Alors, les deux mesures doivent impérativement aller de pair. Oui, mais attendez, il y a d'autres auditeurs aussi. Allez, Vincent qui nous appelle. Bougez pas, Olivier. Vincent qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir, Vincent. Bonsoir à toute l'équipe et aux auditeurs. On vous écoute. Eh bien, écoutez, j'ai appelé pour dire exactement ce qu'a dit ce monsieur. Olivier, oui. Voilà, Olivier, parce que dire le prix au lait en France, il est à tel prix, les industriels vont l'acheter à l'étranger. Voilà, donc la seule chose qu'il faut faire, c'est faire du protectionnisme, mais du vrai. Parce qu'on nous dit, si on fait du protectionnisme, on ne vendra plus à l'étranger. On vend quoi à l'étranger? On va vendre du vin au Chili, il est plus cher chez nous, on va leur vendre à eux. Alors, question, le protectionnisme, par contre, je vous rassure, on ne peut rien faire en France, tout se décide à Bruxelles. On n'a plus d'autres mots à dire. Sébastien Ménard. Moi, je vais vous donner un exemple, puisque je fabrique de la food tech, c'est de la food. Donc, je fabrique de l'alimentation augmentée, mais j'ai une base. C'est pas des produits chimiques. Donc, j'achète du blé, j'achète du soja, j'essaye de... Mais la réalité, c'est que je peux décider de bien acheter. C'est ce que j'essaye de faire. Mon entreprise, je vais la citer, pour une fois, s'appelle Eat for Good. Donc on essaye de faire les choses bien. Voilà, bien pour les gens qui nous consomment, bien pour les gens qui vendent, bien pour les gens qui produisent, bien pour les gens et bien pour la planète. Voilà, c'est ça un peu notre signature. Mais la réalité, c'est que et là où je suis d'accord avec notre intervenant, avec C'est qui le patron, c'est qu'à la fin de la fin, c'est le consommateur qui décide. Oui. Moi, si mes produits, je décide de parfaitement... je maîtrise tout. Je fabrique... Je certifie, je distribue, absolument tout. Voilà, je fixe. Ça a un coût. À un moment donné, il faut peut-être expliquer aux consommateurs quelles sont les différentes composantes, les différents maillons de cette chaîne de valeur. Ça a été fait. Voilà. Oui, mais il faut le refaire. Et vraiment, les consommateurs, à un moment donné, ne veulent pas. Parce que je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Il faut le faire et il faut le faire encore. Parce que si le consommateur a évidemment envie d'acheter son paquet de radis à 99 centimes chez Carrefour ou chez Leclerc chaque week-end, évidemment, à ce prix-là, les producteurs, nos agriculteurs sont pas payés. Ouais, voilà. C'est clair. Bien sûr, ils peuvent pas. C'est-à-dire que les gens, moi aussi, si tu commences sur la brique de lait, tu fais sur ça, tu fais sur la viande. On a fait des projections, mais ça, l'agriculture sur le camembert, ça fait que 6 centimes, etc. À la fin des fins, ça coûte trop cher pour les gens. Allez, le mot de la fin avec Nicolas Chaban, fondateur de la coopérative C'est qui le patron. Pour vous, il y a un espoir ou pas? Oui, il y a un vrai espoir. Vous avez tous un peu raison. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça coûte trop cher à tout le monde. Il y a une famille, évidemment, qui ne pourra pas mettre simplement 1 euro de plus. Oui. On est très nombreux à pouvoir mettre un peu plus, et c'est pour ça qu'il faut pas clore le débat en disant c'est trop cher. Il faut que cette famille-là puisse le faire. Après, la clé de tout, c'est la transparence. Et comme l'a dit monsieur, il peut y avoir toutes les dispositions politiques du monde. Si à la fin on n'achète pas les produits, on annule ces dispositions. On a un énorme pouvoir de consommateur. Il faut être informé. Et donc, il y a de la transparence sur les produits, leur construction et la répartition de valeur. N'oublions jamais ce que dit Perigo Colégas, consommer, c'est voter. Ouais, merci beaucoup Nicolas Chaban, fondateur de la coopérative de consommateurs. Et on vous incite réellement à acheter ces produits. C'est qui le patron dans tous les... C'est toi. C'est qui le patron ici d'ailleurs? C'est toi. Ah bah oui, c'est moi. Ça c'est sûr. C'est bon, je suis jarté. Le temps, la parole. Il y a un coup d'état. Merci en tout cas d'avoir été avec nous avec ces produits magnifiques. Allez, dans un instant, le quiz de
l'actu, parce qu'il faut bien qu'on s'engueule. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, qu'on se dispute. Et avec nous, Olivier de Dordogne va pouvoir se disputer avec vous. Il a l'air fort, cet Olivier. Et peut-être vous humilier, mais par le jeu. Allez, à tout de suite. Super. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, on est ravis de vous retrouver. Merci d'être avec nous. 0826 C'est une émission 300 très 300. réussie dans les interstices. Et pas que. En gros, pour qu'on explique aux gens, non, parce qu'on a plus le temps de faire le jeu. réac et de gauchiste, donc c'était très bien. On a 3 minutes pour le. Tant mieux. Non, on va vous faire perdre. Personne n'a dit ça. Je vous connais. Ne dites pas n'importe quoi. Personne n'a dit ça, Françoise. Ah si, moi j'ai traité Philippe David de réac. Oui, j'assume totalement. Allez, du calme. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, vous l'avez entendu, Sébastien Ménard, et notre ami et auditeur Olivier qui nous appelle de Dordogne. Mon cher Olivier, rebonsoir. Vous allez pouvoir jouer contre nos vraies voix. Est-ce que vous avez révisé un petit peu? Pas trop le temps, plein de manifs à l'école, pas trop le temps. Je le sens mal les gens qui disent pas trop le temps, qui répondent à toutes les questions. C'est du bluff. Vous répondez en premier et ensuite ce sont nos vraies voix qui jouent. Tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, on commence facile avec une question à 1 point. Une question qui c'est qui l'a dit sur Rachida Diati à la culture. Au Conseil de Paris, ça nous fera des vacances. Attendez. Facile. Olivier. Je serais tenté de dire Anne Hidalgo. Oui. Bravo, Charan. Qui c'est qui l'a dit? L'âge du capitaine n'indique pas le sens et la direction du bateau. Gabriel Attal fait une politique avec des vieilles formules dans les mots qui sont utilisés. Olivier. Ça pourrait ressembler à du Ciotti? Non. François Hollande. Bonne réponse de Françoise Degois, 3 points. Yes. Qui c'est qui l'a dit? Pas question de se faire imposer des normes européennes parce qu'on a juste assez travaillé à Bruxelles. Pas assez travaillé, pardon, à Bruxelles. C'est à 2 points. La vraie citation. Rousseau? Non. Notre président, FDS, non? Pécresse. Bonne réponse de Sébastien Ménard, Valérie Pécresse, 2 points. Qui c'est qui l'a dit? Question Attendez, à 3. on a des nouvelles de Philippe Bilger? Oui, il est RTT. Lorsqu'il y a ce duo, Qui c'est qui l'a dit? C'est à 3 points. C'est plus facile de vivre dans une banlieue du 9-3 que de vivre dans le fin fond de la Lozère ou de l'Aveyron. Olivier. Ouais, on sait. Non? Willy Schneider. Robert Ménard. Bonne réponse, il a été plus rapide. Philippe Bilger, 3 points. Ménard. je me tais. Robert Ménard. Attends, ça donne combien là, Fifi? 3, 2, 1. C'est une question qui c'est qui l'a dit à 1 point. Nous continuons à demander le retrait de cette loi immigration qui divise les travailleurs entre eux. Olivier. Une présidente de groupe. Oui. Une présidente de groupe? Ouais. C'est bon? Mathilde Panot. On l'a dit avec toi. Un point Je ne fais plus voler cette fois. Un point chacun. Si, 0 point pour Françoise Degois. Qui c'est qui l'a dit? On y va. À 1 point, je veux convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon comme ceux de Marine Le Pen. Olivier. Allez, la réponse. Roussel, il a dit avant. Sébastien, tu es adorable. Si, il l'a dit avant, il l'a dit avant. J'allais le dire, je me suis pas battu. Dernière. La question vaut 3 points. Attention, aujourd'hui, il y a des gens qui se cachent avec des lunettes noires et une perruque pour aller à une corrida, dont un chef de parti. Je sais. Moi, je sais. Olivier. Tu sais pas, Olivier? Willy Schrein ce matin sur Sud Radio. Bonne réponse. C'est qui a gagné? Faites-la sortir. Eh bien, 1 point, non. 4, 3 et 1 pour Est-ce Olivier. que je peux avoir des applaudissements? Parce que Ménard, il en a tout ça, le temps. vous pouvez vous brosser. Mais qui a gagné là? Je viens de le dire, Françoise Degois. J'ai pas entendu. Ça l'a écorché. Françoise Degois. Redis-le, la super Françoise Degois qui est Non, ça, pas j'irai pas jusqu'à Olivier, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci d'avoir été notre vraie voix et surtout d'avoir témoigné dans ces sujets. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. Être une copine de Brigitte Macron ne suffit pas pour être ministre. Ah là là, on sait de qui vous voulez parler. Françoise Degois. Écoutez, la France insoumise encore en roue libre sur Israël. Avec vous, Sébastien Ménard. Moi, j'en ai marre de ce qu'on appelle communément dans la profession les EDL, les éléments de langage des politiques. On en parle dans un instant. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Chers amis des Vraies Voix, on est content de vous accueillir. Les auditeurs vous apprécient finalement. Après mûre réflexion, on leur a posé la question. Ils aiment beaucoup Philippe Bilger. Ils aiment beaucoup Françoise de Gois. Ils aiment beaucoup Sébastien Ménard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a tout fait pour que ce soit l'inverse, mais... Et nous, ils nous aiment pas, c'est ça? Non, ils nous... On ferait rien. Bah oui, je sais. On dirait un acteur, tu sens les gens qui viennent me voir au théâtre. Mais comme on adore détester les gens, je me suis dit, bah non, ils vous détestent pas. Je sais pas. Bon, il y a un truc. Vous les achetez, vous leur envoyez des bons becs ou des trucs comme ça, il se passe un truc. Moi, j'ai un budget bon bec assez conséquent. Je veux dire. J'ai pas un budget acheté français conséquent, mais j'ai un budget bon bec très bon. Allez, dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous. Vous avez la parole. On parle de quoi? On va parler d'une histoire plutôt triste. Dans le Béarn, 4 chats empoisonnés et une association qui appelle les riverains à faire attention à leurs animaux domestiques. Ah oui, quand même. Allez, on dit souvent que les politiques sont totalement déconnectés des réalités du pays, ce qui parfois est un peu populiste, je le reconnais. Mais la décision prise hier par le bureau de l'Assemblée nationale est surréaliste en plein conflit des agriculteurs. C'est pas jeter l'huile sur le feu, mais carrément des bidons de nitroglycérine. Alors qu'ont fait les députés, et en plus les plus importants, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, ils ont augmenté leur avance de frais de mandat de 305 € par mois pour la passer de 5 645 à 5 950 €. Alors ça permet de payer une permanence, des déplacements, des frais de réception, etc. Tous les groupes ont voté pour, LFI s'étant abstenu, c'est tout à leur honneur, et le PS n'ayant pas pris part au vote, sa représentante ayant dû s'absenter, mais ils ont dit qu'ils n'auraient pas voté l'augmentation s'ils y avaient été. Alors je suis scandalisé, car comment, au moment où l'électricité augmente de 10%, où le pouvoir d'achat est en berne, où les Français se serrent la ceinture, augmenter les frais des députés qui, avec 5 645 € par mois, étaient quand même, on peut le dire, confortables. Alors cerise sur le gâteau, on a appris le même jour que le déficit budgétaire de l'État s'est établi à 173,3 milliards fin 2023, 2 milliards de plus que ce qui était encore prévu en novembre. La faute à des recettes fiscales en berne, un déficit qui va encore être creusé avec cette mesure, même si la somme sera quasi anecdotique. Après, étonnez-vous que les Français soient dans la rue et désertent les bureaux de vote, alors carton rouge aux députés. Philippe Bilger. Vous avez raison, LFI ne l'a pas voté. Et le PS non plus. Et j'ai cru comprendre que le RN l'avait d'abord voté et puis semble vouloir se raviver. Ce matin, ils sont revenus dessus. Et ils l'ont voté, le RN. Deuxième élément, Philippe, l'augmentation en elle-même ne me choque pas. Mais le moment est catastrophique. Moi, je suis d'accord, pour une fois, c'est rare avec ce que vous dites, parce que ça, c'est pas du populisme, c'est de la bêtise pure en réalité. C'est comment est-ce qu'on ne comprend je vous pas arrête, certains députés Renaissance disent que c'est du populisme de le critiquer. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas voir la connexion, le mot est très exact, de déconnexion, ne pas comprendre, faire le lien entre soi et l'extérieur, soi et le reste du monde, c'est complètement dingue. 300 €, vous vous rendez compte, c'est 25% d'un SMIC. Alors bien sûr, il y a Lebrun-Pivet à beau dire, mais ça n'est pas une augmentation de salaire, ok, mais c'est 305 € pour le mandat de député avec des trains qui sont déjà gratuits, etc., etc. Donc voilà, mais je précise, parce que ça m'a tellement énervé ce matin, il y a tellement de gens qui ont tout amalgamé. LFI s'est abstenu et le PS n'a pas participé au vote, il ne veut pas. Non, mais ne veut absolument pas de cette mesure. Ça va être très compliqué pour moi de venir en défense, mon cher Philippe Bilger. Vas-y, essaye quand même. Tu peux trouver des trucs. Non, mais je vais pas trouver grand-chose parce que... parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mes collègues et pour certains des amis ont largement de quoi travailler. L'indemnité parlementaire, elle est en tout cas confortable. 2 fois et demi supérieure au salaire moyen des Français. Donc pour que tout le monde comprenne, c'est un peu moins de 6 000 € brut. Donc ça fait un peu d'argent. Il y a évidemment cette enveloppe qui historiquement était une enveloppe pour frais dactylographiques, mais qui permettait effectivement de travailler. Et puis vous avez une enveloppe informatique, puis vous avez la gratuité sur un centre de transport, puis vous avez une enveloppe pour payer vos collaborateurs. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que qu'il y ait des mises à jour contractuelles, statutaires, même budgétaires, ça ne pose pas de problème. Mais là, évidemment, dans le contexte, le calendrier était particulièrement mal choisi. Il fallait pas grand-chose pour dire on remet au calendrier grec cette affaire d'augmentation de 300 €. Allez, vous avez la parole. Vous nous emmenez où ce soir, Félix Mathieu? On va dans le Béarn avec une découverte assez triste. À Assat, dans les Pyrénées-Atlantiques, une habitante est tombée sur 4 chats à l'agonie dans une rue, des chats visiblement empoisonnés. Alors une association les a récupérés. Ils sont dans le coma. C'est ce que m'expliquait tout à l'heure le fondateur de cette association qui les a pris en charge, l'association The Rescue and Company. Et on est en ligne avec lui. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous dans les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors c'est toujours le cas ce soir, ces chats sont toujours au plus mal dans le coma à l'heure qu'il est ?
Alors à l'heure qu'il est, j'étais au téléphone avec vétérinaire juste avant. Du coup, ils sont toujours dans le coma à l'heure actuelle, mais c'est le traitement aussi qui les rend dans le coma. Du coup, forcément, on essaye d'enlever le poison. Donc là, pour l'instant, les 4 chats sont sous traitement chez le vétérinaire et on attend. Alors leur pronostic vital est un peu moins engagé déjà par rapport à tout à l'heure. Donc c'est déjà un peu mieux, mais on ne sait pas encore ce qui s'est passé à l'heure actuelle. Oui, parce qu'on pourrait imaginer un accident avec de la mort au rat, quelque chose d'involontaire, mais vu qu'il y en a 4, c'est assez improbable. C'est pour ça que vous pensez vraiment à un empoisonnement volontaire, un acte malveillant. Alors, on suppose que c'est un acte volontaire parce que, comme j'explique souvent, les chats ont un odorat quand même assez développé et ils arrivent à sentir s'il y a quelque chose dedans ou pas. Donc, forcément, je pense pas qu'ils aient mangé ça volontairement. Donc, c'est pour ça qu'on suppose fortement un acte de malveillance. Ça aurait pu être, par exemple, parce que ce sont des chats sauvages. Ça pourrait être ça l'explication, si tant est qu'on puisse expliquer. Oui, parce qu'en fait, c'est des chats qui étaient dans la rue, donc on appelle ça des chats non sociables. Donc des chats, souvent les gens les appellent des chats sauvages, mais nous, dans notre jargon d'association, c'est des chats non sociables. Et nous, on milite pour ces chats-là, pour les faire stériliser, identifier et les répertorier, pour justement gérer la reproduction et éviter la prolifération. C'est largement puni ou pas, si on retrouve les auteurs ? Oui, c'est largement puni. C'est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende au maximum. D'accord. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et sauvage ou pas ? Sauvage ou pas, ça reste un être doué d'une sensibilité, donc c'est un animal, et du coup, les lois ont changé depuis. Donc du coup, maintenant, l'acte de cruauté envers un animal, quel soit l'acte de cruauté, le maximum c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est très théorique comme peine, parce que c'est le maximum, et je doute que si on trouve ceux qui ont créé cette malfaisance, ce soit 3 ans, mais c'est bien au moins d'avoir une évaluation pénale sévère. Absolument. En tout cas, vous appelez les propriétaires d'animaux domestiques à faire attention à Assat dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Tout à fait. Faites attention à vos animaux, que ce soit des chats ou des chiens, parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si c'est un acte de malveillance ou pas, et une plainte sera déposée en gendarmerie pour essayer d'éclaircir cette affaire. Merci beaucoup, en tout cas, Jérémy, fondateur de cette association The Rescue and Company. Merci à vous. C'est à Lascar, dans les Pyrénées Atlantiques. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Françoise, on parle quoi ? On va parler des dérives d'LFI contre Israël. Allez, Sébastien Ménard. Mon ras-le-bol des EDL, l'élément de langage. Et avec vous, Philippe Bilger. Il ne suffit pas d'être une copine pour être une bonne ministre. Allez, à tout de suite. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. C'est une journée historique. Françoise de Gaulle ne m'a pas coupé la parole. Non. Vous êtes sûr ? Non, je plaisante, c'est une blague. Elle a gagné le C'est qui l'a dit, donc vous imaginez bien que... Non, c'est pas ça, je me régale parce qu'on est en train, tout le monde avec les agriculteurs sort les comptes rendus de vote à Bruxelles, et on se disait avec Sébastien, les députés ne réalisent pas à quel point les votes les engagent. Et là, on se rend compte que du Rassemblement national à Emmanuel Macron, ils ont tous voté la PAC comme un seul homme, qui était réduite de 12 milliards. Il faut quand même que les agriculteurs l'entendent. On a l'impression d'une schizophrénie ils sont un peu entre l'Europe et la France. Allez, les amis, Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle, éditorialiste Sud Radio, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, consultant et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre, et vous au 0826 300 300. Tout de suite, le tour de table de nos vraies voix. À table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table avec vous. Pardon ? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Être une ministre une copine de Brigitte Macron suffit-il pour être une bonne ministre, Philippe Bilger ? Non, alors je vais manquer d'une sorte de galanterie démocratique parce que ça n'est pas la première fois que je suis un peu agacé par le rôle parfois secret, parfois ostensible
que Brigitte Macron se donne en conseillant son mari pour le choix des ministres. Il y a eu Dupond-Moretti il y a longtemps, et là, apparemment, alors que Oudéa Castéra agace sérieusement Gabriel Attal, et on peut le comprendre, eh bien, il semble qu'elle ait été choisie comme ministre de l'Éducation sur le conseil, non pas le conseil, mais parce qu'elle était une copine de Brigitte Macron. Ça devient un peu agaçant sur le plan républicain. On a voté ou non pour Emmanuel Macron, ou on a fait tout pour le réélire ou non, mais on n'a aucun moment voté pour les conseils officieux de Brigitte Macron, qu'elle se garde dans le domaine qui est le sien, qui d'ailleurs n'est pas négligeable à tout point de vue, mais qu'elle ne prenne pas la peine de conseiller les ministres. Françoise Legois. Oui, après c'est un peu inévitable, vous savez, il y a le lien que les présidents ont avec leurs compagnes, peut-être un jour on aura un président qui aura un compagnon, enfin je veux dire c'est très compliqué de séparer les choses quand vous avez un vrai lien avec votre épouse, votre mari, c'est très ennuyeux. Après sur Oudéa Castéra, moi c'est la guerre des chouchous, parce que Gabriel Attal est aussi l'un des chouchous de Brigitte Macron, donc c'est quand même un peu compliqué, et là où je vous rejoins, c'est que vraiment c'est pas un service à rendre à Gabriel Attal qui affronte sa première crise avec assez peu de cartouches dans sa besace, j'ai l'impression, on verra demain, mais de continuer à prolonger le bail de Amélie Oudéa Castéra, qui est de toute façon cramé à l'éducation nationale. Allez, Sébastien je suis un peu étonné, Philippe, de votre sortie, parce que quand on se rappelle, et on peut s'en souvenir, c'est pas si lointain que ça, Bernadette Chirac avait aussi ses chouchous. Oui. Et moi, à l'époque, j'étais un jeune collaborateur ministériel dans le premier gouvernement Raffarin. J'ai fait Raffarin 1, 2, 3 et Villepin ensuite. Bernadette Chirac, et on l'imagine discrète, on l'imagine, et absolument pas. Elle avait les siens. Elle avait donnait pas conseil. Non, mais c'est pas. Mais ça, on sait pas, parce que médiatiquement parlant, les réseaux sociaux n'existaient pas. On ne reprenait évidemment beaucoup moins de choses. Moi, je me souviens très bien qu'un certain nombre, je travaillais pour un jeune parlementaire qui s'appelait Renaud Dutreil à l'époque, qui était très proche de Bernadette Chirac, et il m'a dit j'en serai parce que je suis soutenu. Parce que maman me soutient. Et c'était pas que ça, et c'était pas le seul. Et il y en a eu d'autres. Sous Nicolas Sarkozy, il y a eu l'effet Cécilia Sarkozy, qui n'est pas resté bien longtemps, mais qui a imposé 2-3 personnes sur des listes, notamment. Elle avait une vraie influence. Elle a une influence. Et quand vous avez Frédéric Mitterrand qui arrive à la culture, c'est le choix de la personne qui va succéder dans la vie de Nicolas Sarkozy à Cécilia Sarkozy, en l'occurrence Carla Bruni. Donc c'est pas nouveau. Est-ce que ça fait pour autant de mauvais ministres ? Je suis pas certain. J'avais l'impression tout de même, on a le temps, que les prédécesseurs c'était moins net, qu'ils ne se permettaient pas de donner, c'était moins connu en quelque sorte. Il y a peut-être plus de commentateurs, d'observateurs comme nous aussi. Ça, c'est impossible de faire autrement. Et puis d'ailleurs, même vous, si vous accédiez, je sais pas, au ministère de la Justice ou à la présidence suprême, vous la proposez, Gabriel Attal. Non, mais vous adorez. Non, c'est pas vrai. Vous adorez votre épouse. Vous seriez écrasé par la charge de la présidence. Évidemment que vous échangez avec elle, et évidemment qu'elle a des choses à vous dire. C'est pas une pour potiche, le citoyen, c'est quelque chose de je pense que le citoyen s'en fout en fait. Non, je sais pas. Non, vous ne pensez pas ? Je sais pas. Pas certain. Je sais pas. En même temps, c'est peut-être la personne qui le connaît le mieux. Et c'est pas, je dirais, un fait d'armes isolé. Jean-Michel Blanquer ne connaissait pas Emmanuel Macron avant d'être nommé. Il a été nommé puisque Brigitte, et je m'en souviens très bien, puisque j'étais à cette époque-là encore, je dirais, en situation, elle avait lu 2 bouquins de Blanquer, 2 bouquins propositions. Emmanuel Macron passe par là, mais c'est quoi son truc ? Ce type est génial, tu devrais le voir, machin, c'est exactement ce qui nous manque, ce qu'il nous faudrait. Et c'est comme ça que Jean-Michel Blanquer rentre dans la vie d'Emmanuel Macron. Puisque vous êtes rentré dans notre vie, Sébastien c'est le moment pour vous de nous parler de ces éléments de langage. Bah oui, c'est un secret en tout cas de Polichinelle, ce fut mon métier, c'est-à-dire préparer des éléments de langage, imaginer des punchlines, c'est-à-dire être en situation de répondre à tout, mais c'est devenu, alors ça c'est pas un mal finalement, d'être en capacité de répondre à tout, et bien puis sûr. Parce que c'est un métier, de pouvoir tout justifier. Voilà. Mais à un moment donné, quand on a réponse à tout et qu'on raconte n'importe quoi, c'est là que ça devient compliqué, et c'est là où
et j'ai envie de dire tant pour... Vous pointez qui là, mais en fait un peu tout le monde. Ah bon, en fait un peu tout le monde, parce que on voit, je suis un peu comme vous, comme Françoise, comme Philippe, je regarde les chaînes info et les professionnels du commentaire, j'écoute aussi évidemment la radio, beaucoup Sud Radio, mais pas que, pardon, mais on entend la même chose, quoi. C'est que ce qui fait mal finalement à l'opposition, c'est, comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est taper, attaquer. Finalement, c'est comme des perroquets à répéter la même chose. Et de l'autre côté, celles et ceux qui sont critiqués en défense sont aussi des perroquets à raconter la même chose. Donc voilà. Donc moi je pense que match nul, il faut et en plus ça s'est totalement déprécié. On avait l'habitude d'avoir des Françoise va j'espère en tout cas adhérer à ce que je veux dire. Il y avait des formules qui cognent, il y avait de l'esprit, puis il y avait du fond. Il y avait du fond. On connaissait nos dossiers. C'est nul. Ouais. Et on s'en, pardonnez-moi, on s'emmerde. Voilà. Mais en fait, déjà, je trouve complètement anormal que on puisse communiquer à autrui ce qu'il a à dire. S'il y a une chose qui est consubstantielle à l'honneur d'être un humain, c'est bien sa pensée et sa parole. Et deuxième élément, au fond, les éléments de langage en tant que tels, ils ne sont pas critiquables dès lors qu'on a l'honnêteté de rajouter ceux qui manquent. On est d'accord. On est d'accord. Mais les éléments de langage, c'est pas du tout un conseiller ou un conseiller spécial, ce que j'étais, qui dit à la personnalité politique, voilà ce que tu dois dire. C'est quelqu'un qui analyse, parce que un ministre ou un président, ça n'a pas le temps. En fait, vous vous rendez pas compte, il est bon temps de dire que les gens sont des feignasses, mais en fait, ça ne s'arrête jamais, un ministre. Donc, il faut que quelqu'un réfléchisse et lui dise, voilà, mon vieux, parce que souvent on a ce lien-là avec les ministres ou ma vieille, voilà qu'est-ce que c'est la situation, voilà moi ce que je te conseille de dire. Ça n'a rien à voir, d'ailleurs c'est assez rare qu'une personnalité politique s'empare comme ça de vos phrases et les recrache. C'est comme pour les discours, vous donnez des éléments de discours. Donc il n'y a pas une marionnettisation de la personnalité politique, mais là où je rejoins Sébastien, c'est que l'élément de langage, c'est pas le problème de l'élément de langage, c'est il s'est instauré comme façon de gouverner. C'est ça le problème. Le problème, c'est que comme on ne fait plus que de la punchline et de l'élément de langage, moi j'avais de la peine pour Prisca Thévenot. Et de mauvaises factures. Et de mauvaises factures, avec toujours les mêmes mots qui reviennent. C'est le psittacisme, parler comme des perroquets. Macron, pendant des jours, s'est mis à se dire, tiens, on m'a dit que faire France, c'était une belle expression. Et voilà, allez, on faisait France. Mais qui comprend faire France? On n'est pas idiot, on sait ce que ça veut dire. Mais c'est des mots valises. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de se substituer. Allez. On ne gouverne pas un pays avec Twitter, c'est ce que je veux dire. En tout cas, si vous répétez tous la même chose, ça ne nous arrange pas pour le qui c'est qui l'a dit. Je vous le dis tout de suite. Françoise Degois, dans un instant, on parle de quoi? On parle de la dérive permanente de LFI sur Israël. Bravo. Et on fait une petite pause et merci de votre fidélité. On revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On n'en a pas fini avec les vraies voix, puisqu'on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Sébastien Ménard aussi. Françoise, c'est un coup de gueule en fait. Oui, c'est un coup de gueule parce que je ne sais pas pourquoi LFI continue, je ne sais pas pourquoi il continue sur ce sillon. C'est désastreux, c'est vénéneux et c'est surtout honteux pour la gauche parce que ça engage la gauche. Deux prises de parole différentes. D'abord de Thomas Porte, qui est évidemment très excessif sur la question. Enfin, excessif n'est pas un mot, c'est un euphémisme. Il faut nous expliquer la question quand même. Thomas Porte qui nous explique que, en réalité, Israël désormais veut déporter les Palestiniens au large du Nil, construit à Gaza. C'est-à-dire que soit il ne comprend rien à ce qu'a expliqué le ministre des Affaires étrangères Yitzhak Katz, soit il le fait exprès. Ce projet d'île, il date de 2007. C'est Shimon Peres, le grand Shimon Peres, qui a vu cette idée-là pour que Gaza puisse enfin avoir un aéroport et enfin avoir un port et puisse commercer librement sans passer par Israël puisque les Israéliens avaient rendu Gaza. Donc ce projet il date de Shimon Peres, il a été remis sur le tapis en 2011, 2017 et cette fois-ci et ça devient Israël va déporter les Palestiniens. C'est insupportable. C'est-à-dire comment vous voulez lutter contre ça? La vérité c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais quand vous lisez le tweet de Thomas Porte, vous dites
Mais c'est vrai, mon Dieu, c'est terrible. Deuxième chose, Alma Dufour, qui est un peu, a priori, moins obtus. Alma Dufour, pendaison de 2 manifestants et de 2 opposants en Iran. Elle dit, j'en veux tellement au gouvernement français qui laisse faire ce gouvernement iranien. Et à cause de ça, Israël peut écraser Gaza. Est-ce que vous imaginez quel rapport il y a entre la pendaison des Iraniens et Israël? Donc j'ai bien compris, ou soit c'est un jeu, c'est celui qui dit le plus Israël dans un tweet, mais je pense que c'est vraiment une stratégie totalement toxique, totalement venimeuse sur. On continue sur le sillon Israël, on continue sur ce sillon électoral, on continue sur ce sillon pour expliquer finalement que c'est les peuples du Sud contre les peuples de l'Occident. C'est insupportable. Mais est-ce que ça fonctionne, Françoise, à votre avis? Je pense que quand on voit les sondages, ça ne fonctionne pas. Je pense que ce sillon est de toute façon une impasse, et d'abord à titre personnel, dans l'antisionisme qu'il démontre et dans l'antisémitisme. Excusez-moi, mais à un moment donné, il va falloir qu'on dise les mots. Moi, je n'accuse pas les gens d'être des antisémites, je ne vois pas des antisémites partout, mais cette obsession sur la question d'Israël devient une obsession sur la question juive. Je suis désolé de le dire, ça m'insupporte. Et là, c'est vraiment pour la gauche, il y a quelque chose maintenant de radioactif avec un certain nombre de députés LFI dont il faut se départir. Ce n'est pas possible de continuer même à converser avec eux. Sébastien Miller. Alors, soit ils sont complètement à côté de la plaque, ce qui est une possibilité, soit ils sont clientélistes jusqu'à la moelle. Parce que on a effectivement une partie de la jeunesse de France et de la jeunesse de banlieue qui est très 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 clairement, je dirais, à cran sur la question palestinienne. Et de fait, par voie de conséquence, extrêmement critique, pour pas dire plus, parce que je vais faire attention à ce que je dis, vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des Juifs. Voilà. Si c'est ça, c'est politiquement, je dirais, lamentable et intellectuellement abject. Je suis tout de même surpris, mais là, Françoise, vous connaissez bien tout cela, que ces députés LFI aient une telle liberté, je dirais, dans leur démarche personnelle, qu'ils puissent porter atteinte à l'honneur du parti lui-même. Mais je pense que c'est une consigne vraiment de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Moi, je ne crois pas du tout à la liberté dans le parti des députés de LFI. Hein, non, mais pas du tout. Certains sont plus modérés que d'autres, quand même. Mais bien sûr, quand vous avez quelqu'un comme Raquel Garrido, quand vous avez quelqu'un comme Alexis Corbière ou des députés qu'on connaît moins, avec qui vous discutez, ils sont horrifiés de ce genre de tweet. Ils ne tweeteront jamais ça. Ils ont été parfaitement clairs le 7 octobre. Je pense qu'il y a une consigne politique. C'est pas, je dis tout en reste. Il y a la stratégie numérique de LFI, elle est très puissante. Hein, elle est très bien organisée. Donc, il est impossible que ce soit le fruit du hasard. Il est impossible qu'un jour, Thomas Porte parle de la déportation d'Israël, pendant que Jean-Luc Mélenchon va à La Haye pour plaider le génocide des Palestiniens, et que Alma Dufour explique qu'en Iran, c'est à cause d'Israël. Il est impossible que ça ne soit pas une stratégie politique coordonnée. Et si c'est ce que je pense, c'est tout à fait détestable. Et vraiment, de toute façon, c'est une impasse en plus. Merci beaucoup, en tout cas, Françoise, pour ce sujet. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur ce qu'a décidé, la décision du Conseil constitutionnel qui vient de rendre donc sa décision sur la loi immigration. Le texte a largement été censuré, dont le durcissement de l'accès aux prestations sociales, entre autres. Les LR viennent de demander un nouveau texte au public. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que la décision a été influencée par les propos du président de la République, qui avait fait un recours lui-même devant le Conseil Constit? Parlons vrai, les décisions du Conseil constitutionnel, elles sont pour vous politiques ou juridiques? Et est-ce que cette loi, maintenant qu'elle a été détruite à plus de 30%, va passer par pertes et profits, ou comme les Républicains en demandent, y en aura-t-il une nouvelle? Venez nous le dire au 0826 300 300, et à 92%, vous n'êtes pas satisfait de la décision du Conseil constitutionnel. Et notre invité sera Annie Genevard, secrétaire générale des LR et députée du Doubs. On revient dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Sébastien Magnard. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national. Évidemment, on s'oppose à la loi dans son entièreté. Aujourd'hui, on arrive à la limite de l'inacceptable. C'est une dérive complète de notre pays, c'est tout. On est en train de dériver comme l'Italie, comme d'autres pays de l'Union européenne. Beaucoup de députés savent très bien qu'une grande partie des dispositions qui ont été adoptées en CMP, elles ne sont pas conformes à la Constitution. Il y a dans cette loi des choses que nous n'aimons pas. Parce que la loi immigration, elle remet en cause en profondeur les principes qui fondent notre République. Et donc le Conseil constitutionnel qui vient de rendre sa décision sur la loi immigration, le texte a largement été censuré dont le durcissement de l'accès aux prestations sociales. Les LR demandent un nouveau texte au plus vite. Pour en parler, Annie Genevard est avec nous, secrétaire générale LR et députée du Doubs. Annie Genevard, bonjour. Merci d'être avec nous. Madame la députée, les LR demandent donc un nouveau texte. Nous demandons un nouveau texte parce qu'une trentaine d'articles ont été censurés au motif de cavaliers législatifs. Ils ont pourtant été adoptés par une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, si nous voulons que la volonté des parlementaires soit respectée, et puisque le Conseil constitutionnel a censuré ces mesures, il faut donc les reprendre dans un texte qui soit approprié à ce que les parlementaires ont voté. Philippe Bilger. Madame la secrétaire générale, est-ce que vous considérez que le texte très largement censuré par le Conseil constitutionnel constitue d'une certaine manière une offense à une attente majoritaire du peuple français ? Très clairement, Monsieur Bilger, vous avez raison. Je pense que la défaite ce soir est pour les Français, qui attendent de la fermeté, comme beaucoup de peuples européens, qui sont conscients que ce qui est en jeu, c'est la souveraineté des pays, à dire qu'ils veulent admettre sur leur sol, qui, pour beaucoup d'entre eux, ont décidé de durcir les règles pour limiter des afflux de plus en plus importants de populations qu'ils ne peuvent pas accueillir dans de bonnes conditions et qui génère chez nos compatriotes un rejet, un refus qui peut être la source de profondes divisions dans la cohésion nationale, voire de rébellion. Donc je pense que ceux qui, ce soir, est perdant, ceux qui sont perdants, ce sont les Français qui ont conscience que la décision politique, ne peut pas se faire entendre. Ce qui est perdant, c'est surtout vous, les Républicains, et je dirais le trio infernal. Madame Genevard, je vous apprécie beaucoup, mais ce qui perd ce soir, vous pouvez vouloir transformer une défaite en victoire. C'est une défaite, une déroute d'ailleurs, mais c'est surtout une déroute d'Emmanuel Macron. La réalité, c'est que le Conseil constitutionnel, on peut dire la République des juges, c'est tout à fait n'importe quoi. J'attends le moment où on va demander la destitution du Conseil constitutionnel. Ça, c'est dans les bagages du Rassemblement national. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que vous avez fait un texte et vous avez écrit un texte, et beaucoup de vos députés le savaient, en totale opposition avec la Constitution française. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à part que vous soyez retoqué? C'est une défaite pour vous, politique. Vous ne pouvez pas ne pas l'assumer. Allez, Annie Genevard. Alors, moi, je voudrais vous répondre ceci. D'abord, la plupart des mesures qui ont été censurées ont existé ou existent encore dans le droit. Par exemple, le délit de séjour irrégulier, c'est une mesure qui a existé dans notre droit et qui a été supprimée pour des raisons politiques par la gauche. Elles avaient en son temps été jugées constitutionnelles. Deuxièmement, il y a des mesures, par exemple, les prestations sociales non contributives. Aujourd'hui, le RSA, le minimum vieillesse, ne sont pas accessibles aux étrangers avant un certain temps de résidence en France. Donc, on parle de personnes actives, je précise pour nos auditeurs que dans votre cas, on parle de personnes qui travaillent. Allez. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est au RSA ou à la retraite. Ce que je voudrais dire, c'est que les Républicains, contrairement à ce que vous affirmez, Madame de Gois, ont fait un travail solide, un travail sérieux. Qu'auraient dit les Français si, devant un texte largement lacunaire, ils avaient avalisé un texte qui ne traitait qu'une partie des problèmes liés à une immigration incontrôlée? Ils nous auraient accusés de ne pas faire le travail, de ne pas être conformes aux engagements
que nous avons pris vis-à-vis d'eux. Donc ce travail sérieux, nous l'avons fait. Et je récuse l'idée que nous aurions pris en toute connaissance de cause des mesures dont nous aurions su qu'elles étaient anticonstitutionnelles. Parce que, et j'ai encore en mémoire ce que disait un éminent juriste du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schuttel, qui déplorait le fait que souvent les parlementaires avaient tendance à s'auto-censurer et que, craignant la censure du Conseil constitutionnel, ils réprimaient leurs propositions. Je crois qu'on est tout à fait dans le cœur du sujet. Les parlementaires ont fait le job. Les républicains ont pris les mesures qui étaient destinées à résoudre les problèmes dont chaque Français peut voir l'expression sur le territoire national. Et donc, voilà, moi je pense que on a pris le risque de l'efficacité. Qui peut nous le reprocher aujourd'hui? Sébastien Ménard. Là où je suis d'accord, pour le coup, moi je suis dans la majorité, là où je suis d'accord avec Madame la députée, c'est que il y avait effectivement une initiative, je dirais parlementaire, qui a été votée. Oui. J'ai en tout cas moi le sentiment, qui suis plutôt un modéré sur ces questions-là, que le texte était le texte dont la France, les Françaises, les Français ont besoin. Il y avait évidemment, je dirais, ce risque que le texte, pour tout ou partie, j'y croyais pas, mais qu'une partie soit à la marge retoquée parce que tel ou tel, je dirais, alinéa est anticonstitutionnel, etc., etc. Là, la problématique, c'est que le texte a le mérite d'exister, mais on l'a en partie vidé de sa substance. Ah oui, mais non, je suis désolé, non. On a un travail parlementaire qui a été fait par la majorité. Oui, enfin bon, ça veut dire quoi? C'est que le Conseil constitutionnel est indigne? J'ai absolument pas dit ça. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Laissez-le finir, je ne dis pas. Et vous avez dans ce Conseil constitutionnel des gens de droite, des gens du centre, des gens de gauche, des gens qui ont eu de grandes responsabilités en France, et on n'a pas à douter de leur probité, de leur intégrité politique ou intellectuelle. Il n'en demeure pas moins que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour la loi, c'est une mauvaise nouvelle pour les parlementaires, c'est une mauvaise nouvelle pour les Françaises et les Français. Je rappelle quand même que l'immigration et tous les sujets afférents à toutes ces questions, que ça déplaise les uns, les autres, les bienséants, les bien-pensants, font partie des préoccupations numéro 1 des Françaises et des Français. C'est redevenu le pouvoir d'achat, vous êtes au courant quand même. Moi, je pense que dans cette affaire, nous payons aussi une forme de double discours, voire de duplicité de la part de la majorité, parce que, au fond, la majorité a voté un texte dont elle espérait la censure partielle. Et je fonde ce propos sur les déclarations de la Première ministre d'alors, qui, dès le lendemain de l'adoption de la loi, suggérait sa censure. Je me fonde sur la saisine par le président de la République, par la présidente de l'Assemblée nationale, d'une démarche visant à la censure partielle du texte. Donc, je rejoins l'avis qui vient d'être donné par mon collègue. Je pense que c'est une défaite pour le Parlement. Le Parlement est souverain, le Parlement a voté, le Parlement a décidé en conscience, et sur la foi de ce qu'attendent les Français, ce qui est bien normal. Nous sommes les représentants de la population française, et je vois que ce soir, eh bien, les attentes du peuple français sont déçus, voire trahis. Et ça nourrit de grands déséquilibres à venir, et il ne faudra pas s'étonner que le politique sorte de cette affaire un peu plus discrédité. Annie Genevard, François-Xavier Bellamy a tweeté: la décision du Conseil constitutionnel est un coup de force voulu par l'exécutif contre cette loi immigration qu'une large majorité des Français attendaient. Cela confirme notre exigence d'un référendum pour que la France retrouve enfin la maîtrise de sa politique migratoire. 1. Est-ce un coup de force? 2. Allez-vous pousser pour un référendum plus que pour un projet de loi? Je voudrais parler, moi. Alors, il est clair que les Républicains n'en resteront pas là. Les Républicains ont annoncé d'ores et déjà, ont appelé le président de la République, le gouvernement, à ce qu'un nouveau texte soit déposé, puisque une trentaine d'articles ont été retoqués pour des questions de forme. On ne peut pas se satisfaire de rester au milieu du gué.
ces dispositions ont été votées. Si elles ont été votées, c'est qu'une majorité les a validées. Et donc, il faut les reprendre. D'autre part, et nous n'avons pas fait mystère du fait que nous attendons nous espérons et nous ferons des démarches en ce sens pour une réforme constitutionnelle. Pour une réforme constitutionnelle, nous avons déposé une proposition de loi constitutionnelle. Elle n'a pas été adoptée à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été examinée au Sénat. Nous y reviendrons, sans doute sous une autre forme. Et je crois que, in fine, sur des questions sur lesquelles le politique est parfois si frileux, eh bien, il faut requérir l'avis du peuple, parce que le peuple est souverain. Et je pense que ça permettrait d'éteindre un certain nombre de faux semblants. Annie Genevard, j'ai une question, parce que j'ai beaucoup de mal à vous entendre tous, là. J'ai l'impression que mes oreilles saignent, vous êtes des républicains. Bien sûr que l'Assemblée nationale a voté dans une sorte de psychodrame, mais la réalité, c'est que la loi suprême, elle s'impose à tous, elle est au-dessus de cela. Si le Conseil constitutionnel a retoqué, et merci Sébastien Ménard d'expliquer et de rappeler qu'il y a des gens de droite beaucoup plus durs peut-être que vous, Annie Genevard. Mais non, pas simplement droite molle. Est-ce que j'entends dans vos mots que le Conseil constitutionnel finalement a fait de la politique? Et est-ce que j'entends dans vos mots qu'on doit remettre en question la loi suprême? Ça, c'est honnêtement, Annie franchement, Genevard, vous devenez tous fous dans ce pays. Il nous reste à peine une minute. Mais je crois pas que c'est ça que j'entends. Il ne s'agit pas de remettre en cause la loi suprême, il s'agit de la modifier pour qu'elle nous permette, d'adopter des mesures utiles aux Français. Donc bien sûr qu'on a, vous avez confiance quand même encore dans le Conseil constitutionnel. Rassurez-moi, vous n'êtes pas comme le Rassemblement national qui veut tout bazarder. Allez. Mais non, il n'est pas question de ça. Merci. Mais il est question de prendre ses responsabilités et d'inviter chacun à le faire. Si la loi fondamentale ne permet pas l'adoption attendue par les Français et utile à notre pays, eh bien, il faut la modifier. Et du reste, elle a déjà été modifiée dans le passé. Donc, c'est pas un texte intouchable. C'est un texte auquel il faut toucher d'une main tremblante. Mais ce n'est pas un texte qui est gravé dans le marbre pour l'éternité. Donc nous disons, il faut que la France retrouve une souveraineté en la matière, parce que c'est de ça qu'il est question finalement. Aujourd'hui, le Parlement, qui est quand même un des piliers de nos institutions, qui est l'expression de la représentation, qui est l'expression de la volonté populaire, en tout cas elle devrait l'être, eh bien est empêché. Et donc empêché sur une notion de préférence nationale qui est pas Françoise, et c'est une info qui tombe à l'instant. Emmanuel Macron demande à Gérald Darmanin d'appliquer le texte dans les meilleurs délais. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais non, mais écoutez, s'il pense ainsi donner le change sur la duplicité dont il a fait preuve dans cette affaire, ça c'est vrai, on est d'accord. Je pense que ça ne suffirait pas. Merci beaucoup Annie Genevard d'avoir accepté notre invitation, secrétaire général des LR et député du Doubs. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup Françoise Degois. Merci beaucoup Sébastien Ménard. Merci. Dans un instant, Luc Châtel sera avec nous pour les vraies voix qui font rouler la France face à la presse, face aux journalistes bien entendu. Pas mal de questions à lui poser. On revient dans quelques instants. À tout de suite.